Imagine-toi, t'es posé tranquille, tu scrolles et tu réalises un truc. L'horreur, ça a pas toujours une tête de monstre. Des fois, c'est une pote en jogging sur ton canapé. Des fois, c'est une silhouette dans le salon que personne d'autre ne voit. Des fois, c'est un inconnu beaucoup trop gentil à 3h du matin. Et des fois, c'est un type que t'as déjà vu saigner dans la rue qui réapparaît 3 ans plus tard dans ta classe. Ouais, l'horreur prend 1000 formes et souvent la plus flippante, c'est celle que t'attendais pas. Mais avant de juger, avant de me dire « moi ça m'arriverait jamais », laisse-moi te raconter quelque chose. Imagine, il est 2h17 du matin, tu dors tranquille jusqu'au moment où tu reçois un appel masqué. Une voix calme te dit « le premier indice est chez toi, je t'ai laissé une boîte ». Toi, tu paniques, tu vérifies toutes les pièces. Y a rien. Jusqu'à ce que tu remarques un truc sur la table. Une carte du tarot retournée sur une boîte mystérieuse. Tu la retournes et boum, c'est écrit au marqueur. Épisode 1, l'enquête commence. Alors, t'inquiète, tu vas pas mourir. Par contre, tu vas devoir mener une enquête de fou. Et d'ailleurs, tu sais quoi ? Je vais t'emmener avec moi pour résoudre cette enquête. Voici plus ou moins ce que vous allez découvrir dans cette première box. Je vous laisse quand même un petit peu de mystère. Premier ressenti à chaud de la détective box. Petite insomnie à 4h du matin. Et on s'est dit, bon, tu sais quoi, on peut regarder, on l'a reçu hier pour avancer sur la sponsor. Et c'est juste, ça va pas arranger l'insomnie en fait. Parce que maintenant qu'on est lancé dedans, on a juste envie de découvrir ce qui va se passer. Donc à voir. Mais en tout cas, pour l'instant, très très bien. Toutes mes condoléances. Qu'est-ce que tu fais ? Écoute l'enquête parce que c'est important. Et oui, il y a aussi l'audio qui est très important et c'est très kiffant. Ok, on avance dans l'enquête, je vous en montre pas trop, j'ai pas trop envie de vous spoil, mais il faut savoir que c'est quand même vachement interactif. Par exemple là, j'ai envoyé un email à quelqu'un et je reçois en réponse et je dois aller sur un site. Voilà, je peux pas vous en dire plus, j'ai pas envie de vous spoil, mais en tout cas c'est hyper intéressant. Franchement ça t'implique dans l'histoire comme si t'étais un vrai enquêteur qui devait faire sa propre enquête, c'est pas que du papier non plus, et donc c'est trop bien. Voilà. Quand tu viens de finir la box numéro 1 et qu'il est 4h20 du matin, oui, c'est fait, mais au moins j'irai dormir avec la partie 1 finie. Rendez-vous demain. Alors comme tu l'as vu, franchement, pour un cadeau de Noël, c'est parfait. C'est original, immersif, pas cher et ça occupe mieux qu'un pull moche offert par ta tante. En plus, tu peux l'offrir à un pote, à un couple ou même t'offrir ça à toi-même et devenir le Sherlock de ton salon. Alors, moi, j'ai choisi l'enquête du tueur au tarot, mais il y en a plein d'autres en fonction de vos goûts. De toute façon, vous avez le lien en description. Et évidemment, je te laisse pas ça sans rien. T'as Delcore 10% de réduction sur ton panier, valable du 6 décembre au 31 janvier. C'est une fois par client, donc choisis bien. Bref, si t'as envie de résoudre un meurtre sans finir victime toi-même, la Detective Box, c'est ta nouvelle obsession. Et c'est également la mienne, par faire la seconde partie de l'enquête. Ok, Meryl et Jenna, c'est pas juste une amitié, c'est une fusion. Un truc que même leur propre mère pige pas. Elles se connaissent depuis qu'elles savent marcher. Les mêmes bêtises, les mêmes crushs au collège. Elles se partagent des secrets que tu dis à personne, même pas à ton psy. Là, elles ont 23 piges. Meryl fait des études de psychologie. Jenna galère entre 2 tafs et des plans foireux. Elles vivent pas ensemble, mais c'est pareil, hein. Jenna squatte chez Meryl tous les week-ends et parfois même en semaine quand ça chauffe chez elle. Pas besoin de prévenir, elle a la clé. Meryl aussi d'ailleurs. Elle l'a toujours sur elle, accrochée à une chaîne autour du cou. C'est marrant, ça on dirait comme les gamins dans les années 90. Ils avaient tous la petite clé autour du cou avec le petit machin. En bref, c'est un peu comme un rappel. Jenna est là, toujours là avec moi. Ce samedi-là, c'est chill. Elles traînent toutes les deux en jogging, plaquées sur le canapé devant une série débile qu'elles ont déjà vue 3 fois. Popcorn, Van débile et le chat de Meryl, Scooby, qui vient se poser en plein milieu, sans gêne. Tu sais que ton mec est carrément trop gentil ? Balance Jenna en croquant un bonbon. Meryl lève un sourcil. Gentil, t'as mis un ton chelou là. Genre, trop gentil façon tordue ? Non, t'as capté, genre il est cool, il t'aime, ça se voit, c'est rare. T'as de la chance. Meryl hausse les épaules comme si elle voulait pas trop s'emballer. Mais au fond, ouais, elle le sait. Léo, il est pas parfait, mais il est là.
attentionné, drôle, pas relou. Le genre de mec qui lui envoie un message pour dire « Prends un pull, il y a du vent dehors ». Et Jenna, elle aime bien Léo aussi. Elle rigole avec lui, elle le chambre, elle se tape des fous rires quand il parle avec sa voix de bourré. Ils ont même une private joke entre eux, un truc que Meryl pige même pas. Mais bon, c'est normal, ils sont potes après tout. C'est chill, c'est la vie quoi. Le dimanche soir, Jenna rentre chez elle. Meryl reste seule, un peu triste. Elle aime pas trop les fins de week-end. Elle met un vieux sweat qui sent la vanille. Elle se fait un thé, puis check vite fait son téléphone. Petite notification Insta. Un compte chelou, genre un pseudo sans voyelle. Elle clique par réflexe. Et là, elle a le cœur qui tape fort. Un peu trop fort même. Il y a une photo, floue, mal prise. Mais il y a pas de doute, c'est Léo dessus. Mais s'il y avait que Léo encore, ça irait. Parce que avec lui, il y a Jenna. Ils sont ensemble, collés. Un peu trop collés. Ils sont dans une ruelle, on dirait. Ça date pas de ce soir, mais c'est pas vieux. Meryl sent une goutte de sueur dans son dos, malgré le plaid. Elle zoome 1000 fois, elle dézoome, elle rezoome. Elle se dit, mais c'est pas ce que tu crois. Non, t'inquiète pas. Elle pense à ce qu'a dit Jenna la veille. Ce ton bizarre, vous savez le fameux « Tu sais que ton mec est carrément trop gentil ?» Elle respire un bon coup, peut-être que c'est un montage, peut-être que c'est une blague, peut-être que... Non, allez, passons. Le lundi, elle voit Léo. Elle dit rien, elle observe. Chaque geste devient suspect. Il a changé de parfum, hein? C'est bizarre. Il évite son regard. Il check son tel un peu trop souvent. Elle se sent con, nauséeuse. Elle entend encore Jenna qui lui dit « T'as de la chance ». Putain, la trahison déguisée en compliment. C'est quoi ce level de vice? Non, en vrai, c'est pas possible. Le soir, dans son lit, Meryl dort pas. Elle scrolle en boucle, elle repense à tout. Les fois où Jenna disait qu'elle rentrait tard. Les fois où Léo annulait un truc à la dernière minute. Les regards en coin, les silences. Elle peut pas en parler à personne. Si elle le dit, là ça devient réel. Là elle peut encore prétendre que non, c'est flou. Mais dans sa tête, c'est clair. Depuis la photo, Meryl est plus la même. Il y a un truc qui a vrillé. Elle parle normal, elle sourit quand faut sourire, mais dans sa tête, c'est le bordel. Tout le temps, elle pense, elle repense à toutes ces soirées. Elle se dit qu'elle psychote un peu à ce moment-là. Elle essaye de scanner chaque situation. Léo a fait ceci ou cela pour Jenna. La photo, elle ne l'a montrée ni à Léo, ni à Jenna. Elle veut pas. Elle veut comprendre d'abord. Ou peut-être qu'elle a juste pas envie d'entendre ce qu'elle sait déjà. Elle la regarde en cachette, la photo, le soir dans son lit, elle zoome à fond, elle se dit mais si ça se trouve c'est pas eux. Mais bien sûr que si. Elle connaît leurs fringues, elle connaît quasi chaque fringue de sa pote, c'est sa meilleure amie. Elles font toutes les boutiques ensemble. Elle reconnaît ses fringues et la veste noire de Léo. En plus, cette veste, c'est pas n'importe quelle veste. C'est un cadeau qu'elle lui avait fait pour son anniversaire. Clairement, sur la photo, en vrai y a pas de doute, c'est eux, collés, ils sont trop proches. Comme s'il y avait plus d'air entre leurs corps. Mais bon, peut-être qu'il... Non, faut arrêter, elle est pas conne. Elle sent bien que c'est pas juste une pose chelou. Le pire, tu vas me dire? Eh ben, c'est quand Jenna revient chez elle le mercredi soir, comme si de rien n'était. Même rire, même regard, même blague. Elle pose son sac, s'écroule sur le lit de Meryl et dit « Ah, je suis éclatée. T'as du jus d'orange ou sinon je vais mourir ?» Meryl lui file le verre sans rien dire. Elle regarde Jenna boire, avaler, sourire. Et dans sa tête, elle hurle « Mais comment tu peux me regarder dans les yeux après avoir fait ça, meuf? T'as pas honte? T'as pas un gramme de culpabilité ?» Mais à haute voix, elle dit rien, elle garde tout. Les jours passent, Meryl devient une espionne. Elle check les stories de Jenna, les likes, les followers. Elle fait des recoupements, elle note les heures, elle demande à Léo « Tu faisais quoi samedi vers 23h ?» Il lui dit « Moi, j'étais chez moi, pourquoi ?» Elle hoche la tête, mais elle sait que c'est sûrement faux. Jenna, elle se doute de rien ou alors elle fait genre, et c'est encore pire. Elle continue à l'appeler bébé, à lui envoyer des toc-toc pourris, à lui dire t'es ma moitié. Et Meryl, elle essaye de jouer le jeu. Elle répond, elle rigole, mais dedans, c'est le vide. Un vrai trou noir. Elle commence à faire des cauchemars, des trucs pas nets, des images flippantes. Jenna qui l'embrasse puis qui la pousse dans un puits. Léo qui l'attache à une chaise et qui l'embrasse pendant que Jenna la regarde en rigolant. Il y a des cris, des larmes, des ombres. Elle se réveille en sueur, trempée. Cœur qui tape comme si elle venait de courir un marathon. Le dimanche suivant, elle est chez elle, seule. Léo l'a ghostée sans prévenir. Jenna est en week-end chez un pote d'enfance. Ouais, bien sûr. Meryl, elle, est sur le canapé, à zapper sans regarder en vrai. Et puis d'un coup, elle reçoit un message. Anonyme, pas de nom, pas de photo de profil, juste une phrase. Tu fais quoi si tu découvres que les deux te mentent depuis le début?
Pas de smiley, juste ça, c'est brutal, tranchant. Et là, c'est comme si un voile lui tombe des yeux. Elle ne sent plus son cœur, juste un froid, un vide net, glacial. C'est fini les peut-être, les excuses, les illusions. Elle se lève direct, laisse tomber son téléphone sur le plaid. Elle sait, pas elle imagine, pas elle soupçonne. Non, elle sait. Léo et Jenna, ensemble dans son dos. Mais depuis combien de temps? Ça, elle le sait pas. Mais maintenant, elle se dit, depuis toujours en fait. Chaque sourire chelou, chaque regard qu'elle pigeait pas trop, chaque vanne qu'elle comprenait pas. Ah oui, tout s'aligne, tout prend sens. Et c'est dégueulasse en vrai. Pas un frisson, pas une larme, juste de la colère qui... Ah, ça monte doucement mais sûrement. Elle est à deux doigts de casser un truc. Elle ouvre la fenêtre, inspire à fond. Elle tremble un peu, mais elle est droite. Depuis le message, Meryl fait plus semblant. Elle les regarde plus pareil. Il y a un masque qui a sauté. Elle est pas triste, elle est pas en larmes. Elle est en mode veille. Un peu comme un animal qui attend le bon moment pour mordre. Les jours passent et elle devient une autre version d'elle-même. Elle note tout, les horaires, les likes, les appels. Ouais, elle le dit, elle est carrément en mode stalkeuse. Mais il faut la comprendre, elle vient pas juste de prendre une trahison. Non, elle vient d'en prendre deux en même temps. Alors elle fouille les historiques Insta, elle fait des captures d'écran, elle check les trajets de Jenna via ses partages de position. Elle note que ça colle souvent aux absences de Léo. Un peu trop souvent même. Elle parle à personne de tout ça, de toute façon, qui la croirait. Ils diraient tous qu'elle fait une fixette, alors elle garde tout pour elle. Et elle observe. Jenna, sa soi-disant meilleure amie depuis toute petite, continue à squatter chez elle comme si de rien n'était. Toujours avec ses fringues oversize, ses chaussettes dépareillées, son shampoing à la noix de coco qui laisse une odeur dans la salle de bain. Un soir, Meryl la regarde dormir, vraiment. Pas un regard de pote, un regard froid. Étudié. Jenna ronfle et Meryl se demande si elle rêve de Léo. Elle se demande même si Jenna la teste, si elle fait exprès de rester là, comme une reine, pendant que Meryl crève en silence. Et ce silence, justement, ça devient une torture. Cette journée passe et elle ne sait plus combien de temps passe, mais arrive un autre point qu'elle se souvient. C'est l'épisode de la clé, comme elle le dit. Elle veut la clé de son appartement. Bah oui. Pourquoi sa pote aurait besoin de sa clé alors qu'elle ne passe plus tellement de temps ensemble? Elle lui envoie alors un message, assez simple, sans agressivité. Rends-moi la clé de chez moi, s'il te plaît. Pas de réponse pendant des heures. Puis Jenna finit par répondre, genre détendue. Je la garde encore un peu au cas où. Meryl lit la phrase 30 fois et elle se dit mais à quoi elle joue celle-là? Elle aurait pu me dire pourquoi tu veux ta clé? Et ça c'était une réponse normale. Mais là, je la garde encore un peu au cas où, c'est quand même très très bizarre. Elle se dit alors que Jenna sait qu'elle est au courant de toute cette situation avec son mec Léo. Elle sait que Meryl sait et Meryl pense qu'elle veut lui faire sentir qu'elle peut rentrer chez elle quand elle veut. C'est plus qu'un refus en fait, c'est une sorte de domination. Ok, il est vrai qu'après ça, Meryl commence à parler toute seule, dans sa chambre, dans le bus, des trucs comme « c'est elle la malade, elle se fout de moi ». Je vais pas me laisser faire. Elle s'en rend même pas compte. Elle se rend pas compte non plus qu'elle dort plus, qu'elle mange mal, qu'elle a des cernes de 3 km, qu'elle regarde son tel comme une caméra de surveillance. Un après-midi, elle croise Léo dans la rue, par hasard. Il fait genre surpris, genre content. Il lui parle de tout et de rien. Elle le regarde droit dans les yeux et il évite les siens. Et là, elle lui dit « Accrochez bien, tu la baises encore ?» Léo reste figé, une seconde, puis deux, puis rigole, petit rire gêné. De quoi tu parles? Tu sais bien que je vois plus mon ex. Ça fait un bail quand même, hein. Elle dit rien, elle s'en fout, elle voulait juste voir sa gueule quand elle pose la question. En entendant ça, elle fait demi-tour et se barre. Et maintenant elle sait, elle le laisse là, il la rappelle pas. Le soir, elle est chez elle, allongée sur le parquet. Elle est plus sur le lit, elle est juste par terre, le dos sur un tapis tout râpé. Elle fixe le plafond, elle pense à la photo, au message, à la clé. Et elle se dit, ok, je pense qu'il mérite de tomber. Et je vais pas me rater. Tout commence par un groupe WhatsApp. Nom du groupe, apéro surprise. Elle invite 5 personnes. 2 potes de Jenna, une pote à elle qui croit encore en elle et un mec random qui traîne toujours en soirée. Et bien sûr, Jenna et Léo. Elle envoie un message détendu du genre « Allez, petit apéro chez moi, vendredi 20h. Pensez à ramener à boire? Vous êtes chaud ?» Jenna répond dans la seconde. Grave partante, je ramène des chips comme d'hab. Léo met un emoji bière et voilà, le piège est lancé.
Pendant la semaine, Meryl imprime la photo, celle où elle peut voir Jenna et Léo. Elle la floute un peu pour pas qu'on dise direct que c'est du fake. Puis elle prépare un petit PowerPoint discret. 5 slides. Slide 1, tu crois connaître les gens? Slide 2, la photo en version floue. Slide 3, les dates et les horaires. Slide 4, la photo en version nette et des images. Slide 5, voilà, en gros. Elle enregistre tout sur une clé USB et elle la cache derrière la télé. Elle nettoie l'appart, elle change les draps, elle range les fringues de Jenna dans un sac plastique noir et les balance au fond de la cave. Elle prépare également une petite playlist du son doux, ça change de l'ambiance qu'il y aura pendant toute la soirée. Du coup, le vendredi arrive. Il est 19h58, Meryl a les mains moites. Forcément, elle s'apprête à faire un truc de fou. 20h02, ça sonne, c'est Jenna. Elle a un grand sourire, comme d'hab. Elle porte justement un sweat de Meryl. Bah oui, elle l'a jamais rendu, hein. J'ai ramené des cookies aussi, je me suis dit que... Pose tout, fais comme chez toi, dit Meryl avec un faux sourire. Elle est déjà dans le rôle. Léo arrive 20 minutes plus tard avec sa gueule de mec détendu. Il salue Meryl comme si rien ne s'était passé. Il vit sa best life le gars. Et ça l'énerve encore plus. Mais tranquille, elle dit rien. 21h15, tout le monde est là, il y a un des gars qui avait du retard, bref, ça discute, ça rigole. Jenna est déjà un peu pompette, elle a mis la playlist en fond, elle danse un peu dans le salon, elle fait genre aller chez elle. Et là, Meryl dit « Est-ce que vous voulez voir un truc de fou ?» Tout le monde dit « Ouais, vas-y, fais péter en gros ». Elle allume la télé, branche la clé USB et elle appuie sur play. Première slide, tu crois connaître les gens? Tout le monde se regarde, Jenna sourit encore. Deuxième slide, la photo floue. Petit moment de malaise, personne parle pendant quelques secondes. C'est quoi ça? Dit Jenna, sa voix est un peu tremblante. Et bah, c'est vous deux, collés dans une ruelle, à 2 doigts de vous lécher la gueule. C'est ce que répond Meryl, calmement. Léo lève les mains, il t'entend. Mais attends, on voit rien du tout, ça prouve rien ton truc. Vous noterez que le gars ne nie pas, mais dit ça prouve rien ton truc. Meryl enchaîne les slides, elle montre les recoupements, les heures, les messages et ensuite la photo en version non floutée. Voilà, c'est fait, vous êtes grillés, devant témoin. Jenna se redresse, elle boit une gorgée, elle croise les bras, elle regarde autour d'elle, puis elle dit « Non mais, sérieux là? T'as besoin d'attention à ce point? T'as pété un câble en fait !» Ouais, la meuf elle a cru qu'on était dans une soirée Netflix, ajoute Léo avec un petit ricanement nerveux. Et là, les invités commencent à se tortiller, bah ils sont mal à l'aise, hein, personne sait où se mettre. Jenna s'approche d'elle, doucement. Tu crois que t'as gagné quelque chose là? Meuf, tu passes juste pour une meuf jalouse et en manque. C'est pathétique. Meryl bouge pas, mais elle sent un truc dans sa gorge. Un mélange de colère et de tristesse. Jenna lui balance la phrase finale, celle qui claque. Ah ouais? Tu voulais la vérité? Bah la voilà, t'étais qu'un entre-deux. Il te kiffait pas vraiment, et en plus, tu baises mal à Skip. Et après ça, elle sort de l'appartement. Léo reste là une seconde, il fait les gros yeux, et il sort. Personne dit un mot. Gros malaise avec les autres invités, donc ils en conviennent que partir c'est mieux. Meryl reste là, au milieu du salon, les slides encore à l'écran. Elle respire profondément et elle se dit « Ah c'est bon, maintenant ils peuvent plus me mentir ». Mais bizarrement, ça fait pas du bien. Pourtant elle s'était dit que ouais, ça lui ferait un bien fou de faire ça, tout ça, mais non, en fait, elle a un vide. Tout ça, c'est allé trop vite, pas d'engueulade, rien, c'était trop bizarre. Elle a même pas pu dire à Léo que c'était fini entre eux. Elle a pas pu mettre les points sur les i avec Jenna. Le lendemain matin, Meryl se réveille avec un mal de crâne de fou, même sans avoir bu. Elle fixe le plafond, toujours dans son lit. Les slides sont encore sur la télé, elle les a pas enlevés. Le mot « voilà » est figé sur l'écran, en gros. Et franchement, ça résume bien toute cette situation. Elle pensait qu'elle allait se sentir libérée, qu'elle allait avoir une sorte de puissance après cette soirée. Mais non, c'est le vide, c'est pas de la satisfaction, c'est pas du soulagement. C'est juste le néant en fait. Le téléphone reste muet toute la journée. Pas un message, pas un. T'as géré, même avec un emoji de soutien. Le groupe WhatsApp, silencieux, même pas un livre, juste du vide, comme si la soirée avait jamais existé. Elle scrolle ses notifs, rien. Puis elle tombe sur une story, celle d'une des potes de Jenna. Un petit bout de papier posé sur une table avec un verre de rosé et écrit en haut. Il y a des meufs qui font vraiment trop pitié. Sans tag, mais bon, là il n'y a pas besoin. Les jours qui suivent, c'est encore pire. Plus personne lui parle. Même ses propres potes lui répondent avec des « Ah, mais t'es sérieuse avec cette histoire ?» Ou alors, il l'ignore complètement. Même sa pote
safe, celle qu'elle pensait encore avec elle, elle commence à prendre ses distances du genre. Je suis désolé Meryl, mais t'as l'air trop obsédée, c'est toxique comme énergie. Je veux pas de ça, je dois rester en mode positive vibe. Toxique. Voilà ce qu'on dit d'elle maintenant. Jenna, elle, de son côté, elle vit sa best life. Elle continue de poster des stories, des selfies avec des cœurs, des photos d'ongles frais posés et surtout des publications trop bien ciblées du genre. Le karma fait son boulot, mais moi je fais le mien. Et puis un jour, Meryl envoie un message, un seul. Juste, tu vas me la rendre cette clé ou pas? Et là, elle reçoit un petit vu, pas de réponse. Le soir même, Meryl claque la porte de chez elle. Elle prend juste un sac, quelques fringues, son chargeur, son ordi et elle retourne chez sa mère. C'est quand même un petit peu chelou de revenir là, même odeur, même meuble, même ambiance de chambre figée dans le passé, entre affiches d'ado et fringues qu'elle met plus depuis 3 ans. Sa mère dit rien, mais elle sent qu'elle la trouve bizarre. Elle lui demande juste « Ça va Meryl ?» Meryl répond « Ouais, t'inquiète, j'ai juste besoin de prendre un peu de temps pour moi, il faut que je réfléchisse. » Mais en vrai, elle dort plus, elle mange plus. Mais bon, maintenant, elle est dans sa vieille chambre chez sa mère, poster délavé, vieux bureau, odeur de linge propre et de souvenirs trop lourds. Même là, elle est pas tranquille. Elle passe ses nuits à fixer la porte de sa chambre, pas parce qu'elle a peur que sa mère entre. Non, c'est parce qu'elle est convaincue que Jenna viendra jusque là. Elle sait que Jenna a toujours la clé de l'autre appart, et même si elle y est plus, elle se dit qu'un jour, Jenna va rentrer quand même. Pas pour voler, juste pour laisser une trace, une présence. Un soir, elle croit entendre un bruit. Pas dans sa maison, dehors comme un bruit de pas ou de portail. Elle se lève, elle colle son oreille à la fenêtre. Rien. Mais ça suffit pour foutre le bordel dans sa tête. Elle cale une chaise sous la poignée de sa chambre. Pas parce que ça changerait grand chose, mais juste pour se rassurer. Parce que maintenant, même dans la chambre de son enfance, elle se sent plus à l'abri. Elle dit rien à ses parents, pas un mot. Elle pourrait, mais elle veut pas. Son père a déjà assez de soucis avec son cœur. Sa mère, elle, s'inquiète pour tout. Alors elle garde pour elle. Elle fait genre ça va. Même si ça la détruit de l'intérieur. Et le plus lourd dans tout ça, c'est pas qu'on la croit pas, c'est pas qu'on la juge, c'est qu'elle peut plus parler. Elle doit tout garder pour pas faire de dégâts. Elle devient sa propre prison. Les jours passent lentement, en silence. Meryl essaye de se reconstruire, ou au moins de tenir debout sans craquer. Elle sort peu, elle mange quand elle peut, elle s'accroche à des trucs cons. Une vieille série, son chat Scooby. Alors, autant vous le dire, ça me fait bizarre pour moi Scooby, ça me fait penser direct à un chien. Mais bon, bref, passons. Mais bon, elle tient enfin. Presque, il y a un truc qui va l'achever. Un mardi matin, alors qu'elle est à moitié réveillée, elle reçoit un message. Et alors là, accrochez-vous, ça vient de Jenna. Peut-être qu'elle veut mettre les choses au clair, voire même s'excuser. Mais non, c'est une vidéo. D'abord floue, puis nette. On voit le lit de Meryl, ses draps, son coussin, le plaid rouge qu'elle avait depuis le lycée. Et sur ce lit, il y a Jenna et Léo, nus, en train de baiser face à la caméra. Jenna regarde l'objectif et elle sourit. Et la légende, c'est juste « Tu veux encore ta clé ?» Meryl drop son téléphone, elle tombe à genoux. Elle sait pas si elle va gerber ou juste hurler. C'est pas juste une partie de jambe en l'air ce qu'elle a vu. C'est un coup de poignard dans le cœur venant de 2 personnes qu'elle aimait. Elle s'enferme dans la salle de bain. Elle pleure pas, elle tremble. Elle efface le numéro de Jenna et de Léo dans la foulée. Elle les bloque et c'est là qu'elle comprend. C'est fini. Pas fini comme « ça va passer ». Fini comme « tu vas vivre avec ça ». Toute ta vie. Elle coupe les ponts, définitivement. Avec Léo, c'est ok, c'était qu'un mec, il y en aura d'autres. Elle en veut plus. Mais bon, Jenna, par contre, elle, c'était comme sa sœur, sa moitié, sa famille, son miroir. Comment on fait pour survivre à ça? Comment tu recolles ta vie quand la personne qui te connaît le mieux est celle qui t'a piétiné? Maintenant, elle voit une psy, 1 fois par semaine. Elle parle doucement, elle dit pas tout, pas encore. Mais elle essaye, c'est tout ce qu'elle peut faire. Elle se dit, ouais, c'est pas un film d'horreur, il n'y a pas de monstre, il n'y a pas de tueur. Mais pour elle, c'est le pire truc qu'elle ait jamais vécu. Parce que c'est pas venu de l'extérieur, c'est venu de l'intérieur. Et ça, c'est flippant. Je pense qu'elle a très bien conclu. De toute façon, c'est elle qui est la mieux placée pour conclure, hein, clairement. Le mec, je sais pas depuis combien de temps elle l'a. Ça a pas l'air de faire tellement longtemps, mais déjà, ça fait pas du bien. Comme elle l'a dit, ça peut passer. Enfin, bref, c'est des connards, il y en a plein. Mais sa meilleure amie depuis la maternelle. Alors oui, il y en a qui vont me dire, mais c'est pas un thread d'horreur, il n'y a pas de couteau, il n'y a pas de gens qui tuent. Bah vas-y, vis ça, tu viens me voir après. Hein? Je pense que, clairement, tu dirais que c'est un thread d'horreur. C'est la situation qui est horrifique. Bref, on passe au prochain thread. Alors, avant de commencer ce second thread d'horreur, je suis Delcor pour celles et ceux qui ne me connaissent pas.
Pour ceux qui me connaissent, ils doivent se dire, bon bah oui, on connaît, hein, forcément, à force de toutes les intros, on connaît, merci. Et pour les autres, je vous souhaite la bienvenue sur la chaîne. Et si t'as kiffé le premier thread, je serai toi, je m'abonnerai à la chaîne. Comme ça déjà, tu rejoins plus de 53 000 personnes qui sont abonnées à la chaîne, donc déjà, un grand merci à vous. Et comme ça, tu louperas pas les prochaines sorties de vidéos. Bon, n'oubliez pas, petit pouce bleu, ça fait très plaisir. Et tu peux également m'écouter en podcast audio sur Spotify. Avec un petit 5 étoiles au passage, ça m'aide à être mieux référencé avec l'algorithme. Allez, merci à vous de me suivre dans cette aventure et on commence avec le second thread. Alors, un peu de contexte avant que ça parte. Roxane a 21 ans et elle bosse dans l'hôtellerie-restauration. Elle fait les services de nuit, genre de 23h à 7h. Et elle en a vu des vertes et des pas mûres. Clairement, elle pourrait écrire un bouquin avec tout ce qu'elle a vécu. Mais celle-là, cette nuit-là, c'est sans doute la plus flippante de toutes. Roxane, elle a été élevée dans la bienveillance, l'empathie, la compréhension. Des valeurs importantes pour elle qu'elle a toujours respectées. On lui a souvent dit que trop de gentillesse, ça pouvait attirer les mauvaises personnes. Mais elle y croyait pas trop, elle se disait juste « c'est pas grave d'être gentil, au contraire ». Sauf qu'avec le recul, après ce qui s'est passé cette nuit-là, elle a compris qu'il valait mieux être un peu plus méfiante. D'habitude, pendant ces services de nuit, ils sont 2 dans le bâtiment. Et une fois le taf fait, ils peuvent se poser, bouffer un truc, chiller un peu, jusqu'à ce que le responsable du matin arrive vers 6h. Ce soir-là, Roxane a fini ses tâches. Elle s'installe dans le hall principal avec un petit truc à grignoter et elle mate des vidéos sur son téléphone. Son collègue, lui, décide de faire une sieste. Normal, il est 3h du matin. Il n'y a personne. Pas de souci, elle le dit. Une vingtaine de minutes plus tard, Roxane entend un bruit vers le bar. Elle lève les yeux de son téléphone et voit un homme d'une 40aine d'années debout au comptoir. Rien d'inhabituel, il y a souvent des clients qui descendent pour boire un verre d'eau ou fumer une clope avant de remonter se coucher. Elle fait pas trop attention, continue de scroller et là elle entend « Désolé, excusez-moi ». Elle soupire dans sa tête. Qu'est-ce qu'il lui veut à 3h30 du matin? Elle se lève, s'excuse d'être sur son téléphone et lui demande si tout va bien, en espérant qu'il va pas aller se plaindre au responsable le lendemain. Le gars répond, mais elle comprend pas trop. Alors elle s'approche du bar et lui demande de répéter poliment. « Est-ce que je peux prendre un peu d'eau ?» Le type tremble un peu, il parle doucement, presque nerveux. Il a pas l'air dangereux, juste grand. 1m80 facile alors que elle fait 1m50. Elle lui dit oui sans souci et s'apprête à partir, mais il la retient. « Je suis désolé, est-ce que je peux te parler un moment? Ma mère est mourante à l'hôpital. J'arrive pas à dormir. » Et là, Roxane, au lieu de trouver une excuse pour s'éclipser, elle dit oui. Elle reste pour lui parler. Erreur monumentale. Mais bon, c'est Roxane, gentille, empathique, toujours là pour aider. Le gars lui demande si elle fume et elle répond que oui. Alors il lui propose de sortir fumer avec lui, histoire de discuter. Elle accepte. Il parle de sa mère, de la maladie, de la douleur. Roxane compatit, surtout qu'elle a perdu quelqu'un récemment. Ça la touche, forcément. Le mec la remercie d'être gentil et il continue à raconter sa vie. Son passé de sans-abri, comment il a fini par aller vivre chez sa sœur, ce qui l'a aidé à se remettre sur pied. Il explique qu'ils sont ici pour une raison précise, mais qu'ils viennent pas de la ville. Roxane l'écoute, hoche la tête de temps en temps, sans se douter de rien. Mais à un moment, la vibe change. Il y a des caméras ici? Je voudrais pas que t'aies des ennuis à cause de moi. Et là, c'est le signal d'alarme qu'elle aurait dû entendre à plein volume. Mais non, sur le moment, elle percute pas. Elle répond pas vraiment, dit juste qu'elle risque rien à fumer dehors. Le gars a l'air déçu de sa réponse. Genre, il a pas eu les infos qu'il voulait. La discussion devient de plus en plus bizarre, un peu malsaine. Mais Roxane veut pas voir le danger. Elle voit juste un mec triste qui a besoin de parler. Ouais, elle s'en veut encore aujourd'hui. Et puis d'un coup, son cerveau déclenche le mode survie. Elle se lève et dit qu'elle a froid, qu'elle rentre. Viens, fais-moi un câlin, ça te réchauffera. Quoi? Roxane panique un peu, mais elle se dit qu'il est peut-être juste maladroit. Elle refuse, rentre à l'intérieur, mais le mec la suit. Il demande s'il peut prendre un café et s'asseoir avec elle. Elle veut pas le contrarier, alors elle dit oui, même si elle est au bord de la crise d'angoisse. Et là, ça part en vrille. Il lui pose des questions de plus en plus intrusives. T'as des enfants? Tu veux en avoir? T'as un copain? Elle dit qu'elle a un fiancé, mensonge évidemment. Et lui, alors, comme ça tu l'aimes? Je veux pas être indiscret, mais t'es tellement belle. À ce stade, dans sa tête, c'est alarme générale. Elle doit trouver une sortie. Allez, viens t'asseoir à côté de moi, je mords pas. Non mais sérieux? Roxane invente vite une excuse. Elle dit qu'elle doit préparer la salle pour le matin et que son responsable va pas tarder à arriver. Puis à ce moment-là, son collègue se réveille et passe prendre un café. Le gars sursaute, se lève et balance. Dis à ta mère que je la demandais, avant de la forcer à lui faire un câlin et de repartir dans sa chambre. Roxane reste figée, choquée. Elle fait genre que c'était un ami de la famille, histoire que son collègue se doute de rien.
Elle dit rien, elle aide son collègue à préparer la salle, la tête ailleurs. Il est 5h30, encore 1h30 à tenir avec ce taré dans le bâtiment. Elle s'assoit à 5h50, juste avant que le manager arrive, en espérant qu'il ne revienne pas. Évidemment, il revient. Il surgit derrière elle. « Je crois que je vais faire les magasins, j'ai plus de cigarettes. » Ok, elle est censée faire quoi de cette info? Elle dit rien, juste un petit signe de tête. Il lui demande un stylo, elle lui donne et il s'en va. 5 minutes plus tard, il revient, il lui rend le stylo et lâche. « J'ai écrit un mot pour toi. » Il se penche, laisse tomber un morceau de carton dans son dos et repart. Et là, elle capte après coup à quel point c'était malsain. Il a fait ça pour que personne le voie. Elle ramasse le mot et en le lisant, elle se fige. « Porte-moi un pantalon de travail plus serré la prochaine fois, ça ferait du bien. » Elle court direct au bureau et se met devant les caméras de surveillance. Et là, elle le voit. Le type est devant le bâtiment, en train de faire les 100 pas, comme s'il l'attendait. Puis il revient à l'intérieur, regarde autour de lui, cherche Roxane. Heureusement, elle est planquée dans le bureau. Il ressort, refait les 100 pas et il finit par se planquer derrière un coin. Elle appelle son manager qui lui dit de sortir par la porte de service. Elle le fait, en tremblant, le cœur au bord de l'explosion. Chaque bruit la fait sursauter. Elle regarde derrière elle toutes les 2 secondes et finit par courir jusqu'à chez elle. Une fois chez elle, elle s'assoit complètement vidée, essayant de réaliser ce qui vient d'arriver. Et là, son téléphone vibre. Un message. « Salut, c'est Pierre-Yves. Merci pour la discussion. À bientôt. » Devient blanche. Comment il a eu son numéro? Elle le bloque direct, sans réfléchir. Le lendemain, elle explique tout à ses supérieurs et ne retourne pas bosser pendant 1 mois. Le temps qu'ils le bannissent définitivement de l'hôtel. Depuis, elle flippe toujours un peu de le recroiser quelque part, de tomber dessus par hasard. Heureusement, elle ne l'a jamais revu et honnêtement, elle ne veut plus jamais. Et si par hasard il lit ça, alors ne nous revoyons jamais. Clairement, tu peux te dire « Ouais, mais au début, t'as vu, il a perdu quelqu'un, machin. » Oui, mais ça n'explique pas d'être le plus gros relou de la Terre et de faire du forcing et le délire de « Oh, tu peux mettre un petit pantalon un petit peu plus serré. » Bon, ça y est, frère, on appelle ça une agression en fait. Donc voilà, il y a un moment où on y est très proche. Allez, prochain thread. Alors, cette histoire, c'est celle de Marine et elle lui est arrivée il y a à peu près 7 ans. Elle vit dans une petite famille pauvre avec son père et sa mère. Ils bougent souvent de maison, genre tous les 1 à 3 ans, parce qu'ils n'ont pas vraiment les moyens de s'installer longtemps au même endroit. Et cette année-là, sa mère a décidé qu'elle voulait une maison proche de chez la grand-mère et aussi pas loin de l'école de Marine. Du coup, ils ont cherché une maison pas chère avec ses critères et ils en ont trouvé une. Sauf que voilà, le quartier est craignos. Les gens sont pas très accueillants et t'as un peu l'impression que c'est le genre d'endroit où tu préfères rentrer avant la nuit. La maison qu'ils louent donne sur un coin plein de baraques en tôle avec des animaux partout. Des ânes, des poules, des vaches, des chiens, le bordel. C'est pas hyper confortable et le bruit des bêtes est tellement fort que parfois ils arrivent même pas à dormir. Mais bon, malgré tout, ils s'habituent. Et puis la maison de la grand-mère est juste à quelques pas, donc ça compense un peu. Pas besoin de taxi, ils peuvent y aller à pied. Chez la grand-mère, il y a une tradition. Tous les samedis, les oncles, les tantes et leurs gosses viennent boire le thé ou manger un petit truc ensemble. C'est un moment de famille tranquille. Ce samedi-là, le père de Marine annonce qu'il a trouvé une nouvelle maison. Ils vont bientôt déménager parce qu'ils ont eu pas mal de soucis dans celle où ils vivent actuellement. Marine, elle, vient de finir l'école, c'est les vacances d'été, donc elle reste souvent seule à la maison pendant que ses parents bossent. Dans l'après-midi, sa mère l'appelle et lui dit qu'elles vont partir le soir même, après être passées chez la grand-mère. Elle lui demande d'y aller comme d'habitude et qu'elle les rejoindra après le boulot. Marine se prépare, part chez sa grand-mère et franchement, tout se passe comme d'habitude. Des rires, des discussions, les cousins qui courent partout. Elle se souvient plus exactement lequel de ses oncles et tantes était là ce jour-là. Elle en a 3 et 5 certains avec des enfants, d'autres pas. Et dans leur famille, quand t'es né avant que ton oncle ou ta tante se marie, tu les appelles juste par leur prénom sans dire tonton ou tata. Du coup, Marine a une tante qui s'appelle Anna. C'est une des plus jeunes de la famille et aussi la plus problématique. À cette époque, Anna vient tout juste de se marier et a déjà un bébé. Elle habite plus chez la grand-mère, elle vit avec son mari et son enfant dans une autre maison. Mais voilà, il y a des sujets tabous dans la famille, des trucs dont on parle jamais. Genre le fait que le plus jeune oncle de Marine fume. Et surtout que Anna a été possédée et maudite quand elle était jeune. Personne n'en parle jamais chez la grand-mère. Mais un jour, quand Marine était petite, elle avait vu la vidéo du mariage de ses parents et elle avait remarqué qu'Anna avait un comportement bizarre. Elle avait demandé à sa mère pourquoi et sa mère lui avait tout expliqué en lui faisant promettre de ne jamais en parler devant la famille. C'est là que Marine a commencé à comprendre pourquoi Anna avait parfois des colères étranges, des réactions un peu hors de contrôle.
Sa mère lui avait dit que tout allait bien maintenant, qu'Anna était guérie. Mais Marine, elle, n'a jamais vraiment cru à cette version. Elle sentait qu'il y avait autre chose, un truc plus sombre qu'une simple crise de nerfs. Bref, revenons à ce samedi-là. Marine ne se souvient plus trop si Anna était là ce jour-là ou pas, parce qu'elle passait tout son temps à jouer avec ses cousins. Tout se passe bien, sa mère arrive, prend le thé, rigole avec tout le monde, puis dit à la grand-mère qu'elles vont rentrer, parce qu'il commence à faire nuit. Et vu le quartier pourri où elles vivent, vaut mieux pas traîner dehors trop tard. Elles disent au revoir à tout le monde et rentrent à pied. Sur le chemin, sa mère lui parle de la nouvelle maison, de son emplacement, de comment elles vont s'y installer. Quand elles arrivent, c'est Marine qui ouvre la porte comme d'habitude parce que sa mère voit mal la nuit. Marine pousse la porte, entre dans la maison et sa mère dit « Regarde, c'est ta tante Anna là dans le salon. » Marine se fige, elle la regarde avec les yeux écarquillés. « Quoi ?» Sa mère, un peu confuse, répète « Bah, dis bonjour à Anna. » Et là, Marine sent une grosse montée de panique parce que dans l'obscurité du salon, elle voit une ombre assise. Elle se tourne pas complètement. Elle regarde juste du coin de l'œil et son sang se glace. Elle crie « Maman, s'il te plaît, arrête. Me fais pas peur. Tu sais que j'aime pas ce genre de blague. » Sauf que sa mère a l'air encore plus paumée qu'elle. Elle la fixe sans comprendre. Qu'est-ce qu'il y a ? Marine lui dit d'arrêter de dire qu'Anna est là. Et sa mère, en fronçant les sourcils, lâche « Anna, je t'ai juste dit que le salon avait l'air propre. » Et là, Marine se fige net. Elle est certaine d'avoir entendu « Regarde, c'est ta tante Anna dans le salon. » Elle se retourne d'un coup vers le salon. Et y a rien. Aucune ombre. Personne. Elle raconte à sa mère ce qu'elle a entendu, ce qu'elle a vu. Tout. Sa mère essaye de la calmer, mais Marine voit bien qu'elle est aussi déstabilisée. Elle rassemble leurs affaires rapidement, histoire de partir au plus vite de cette maison. Cette nuit-là, Marine dort dans le lit de ses parents, toutes les lumières allumées. Elle est terrorisée. Et ce qu'elle saura plus tard, c'est que sa mère a fait un rêve horrible pendant la nuit. Elle a vu Anna en robe blanche, debout dans un coin de la pièce, en train de la regarder. Mais elle n'en a pas parlé tout de suite pour ne pas effrayer Marine encore plus. Aujourd'hui, Marine a 19 ans et elle sait toujours pas ce qu'il s'est vraiment passé. Peut-être qu'elle a mal entendu sa mère, peut-être pas. Mais est-ce qu'on peut vraiment mal comprendre 2 fois la même phrase ? Et cette ombre qu'elle a vue, c'était quoi ? Son imagination ou autre chose ? Elle en sait rien. Tout ce qu'elle sait, c'est qu'à ce moment-là, elle a clairement entendu sa mère lui dire « Dis bonjour à Anna » et cette phrase, elle l'a encore gravée dans sa tête. Alors cette histoire nous est partagée par Lorraine. Et elle le dit, en gros, il y a 2 histoires qui se mélangent pour faire une seule expérience complètement révélatrice. Lorraine est née et elle a grandi dans la banlieue d'une grande ville américaine. Au début de sa vingtaine, son mec de l'époque, 2 de ses meilleurs potes en mode frère, et la copine de l'un d'eux décide d'ouvrir une boutique hipster. Et elle préfère pas trop préciser parce que voilà. C'est dans un quartier où criminalité et pauvreté sont clairement au max. Dit comme ça sonne idiot, mais à ce moment-là, le quartier commence vraiment à devenir un endroit cool. Plein de restos et de bars indépendants s'installent et ça change l'ambiance. Avant de se lancer à fond, Lorraine et sa cousine 23 ans entendent des histoires pas nettes sur le bar juste en face de l'endroit où elle va ouvrir la boutique. Et vivre à l'étage accessoirement. Du coup, un mardi matin, vers 11h, elles se disent qu'elles vont aller voir ça de leurs propres yeux. Elles arrivent devant le bar qui ressemble à n'importe troquet miteux du Midwest. Sauf que le barman les regarde direct avec un air un peu flippé. Bon, je bosse même pas ici, j'habite juste à l'étage et j'ai vu que le vrai barman était pas là. Elles décident quand même de rester et de profiter du décor. Elles prennent quelques bières, s'installent au bar et donnent un bon pourboire à ce pas vraiment barman. Parce que... c'est quoi ce bordel ? Puis des types débarquent derrière elle, les coinçant entre eux et le comptoir. Ils demandent à Lorraine quelques dollars et lui filent un de leurs téléphones à clapper, chelou, en garantie. 20 minutes plus tard, il y en a un qui revient d'un pas nonchalant. Il s'approche, tend la main et leur montre une substance blanche en disant « Je peux vous montrer une nouvelle vie ». Lorraine et sa cousine se regardent genre c'est intéressant, mais on va faire pipi maintenant. Elle file aux toilettes pour élaborer un plan d'évacuation. Elle décide de partir, glisse discrètement au pseudo-barman qu'elle se sente pas en sécurité et essaye de le faire passer vers leur voiture, garée derrière le bâtiment. Il est à peine 13h. Sauf que les types les suivent dehors et là une voiture s'arrête, ouvre sa porte arrière. Personne ne sort, mais quelqu'un essaye d'attraper la cousine de Lorraine qui est plus petite. Lorraine lui chope la main, elle court jusqu'à leur voiture, verrouille la portière et éclate en sanglots toutes les deux. Et là, c'est trop tard, Lorraine a déjà signé un bail pour ce commerce espace de vie juste au-dessus de ce foutu endroit. Un mois plus tard, elle remarque un gars qui traîne dans le coin, super grand, lunettes épaisses comme des bouchons de bouteilles, impossible de les louper. Et il passe ses journées à arpenter la rue. Elle le dit, elle sait que le gars fait clairement du deal.
Peut-être que c'est un Mac et je parle pas d'Apple. K.O. Environ une semaine après leur emménagement, un soir magnifique du Midwest, ils sortent tous leurs chiens près de leur nouvel immeuble. Ambiance hyper positive, ils sont inspirés à fond dans ce nouveau départ. Et là, ils entendent ce qu'ils prennent pour une voiture qui pétarade juste à côté. Puis ils voient un groupe de gens courir, crier, se cacher derrière l'immeuble de l'autre côté de la rue. Pour Lorraine, la scène se déroule au ralenti. Elle reconnaît le type aux lunettes bouchons. Il se tient ce qui reste de sa mâchoire. Il saigne comme pas possible et il file se cacher derrière le coin du bâtiment. Le lendemain, elle marche dans la rue et voit toute la traînée de sang. Et là, elle commence à se dire qu'elle risque vraiment de regretter ce nouveau magasin et le fait d'habiter juste au-dessus. Environ 3 ans plus tard, elle suit un cours sur le sans-abrisme à l'université, parce qu'elle veut sincèrement aider cette communauté. Et malgré la violence du quartier, il y avait un vrai sentiment de communauté, d'entraide. La classe est tout petite et Lorraine fait partie des premières arrivées le premier jour. Elle s'installe tranquillement, regarde les gens entrer et puis elle le voit. Lunettes à bouchons immenses et une cicatrice monstrueuse sur le menton. C'est le type, celui qui était dans la voiture qui a essayé d'embarquer sa cousine, celui qu'elle a vu se faire tirer dessus. Lorraine reste complètement figée. Elle flippe qu'ils la reconnaissent. Ensuite, le prof demande à chacun pourquoi il a choisi ce cours. Il commence en premier et explique qu'il a été impliqué dans des trucs horribles, qu'il s'est pris une balle dans la tête, qu'il a fini en prison, et que là-bas, il a compris qu'il voulait changer et aider sa communauté au lieu d'être une tâche, comme il le dit. Toute la classe l'applaudit et lui souhaite la bienvenue. Lorraine, elle lui dit jamais qu'elle était là à chaque étape de ses pires moments. Il a l'air gentil, elle aurait sûrement pu lui parler, mais elle veut pas rouvrir une plaie chez lui. Le monde est vraiment minuscule, même dans les grandes villes. Elle espère qu'il va bien, ce type, mais elle préférerait ne jamais le recroiser. Et les gars du bar où elle et sa copine ont atterri ce jour-là, elle ne souhaite également jamais les revoir. Bon, si t'as aimé ces threads, tu sais ce qu'il te reste à faire, un petit pouce bleu. Et si t'étais pas abonné, je t'invite clairement à le faire. Je rappelle, nouvelle vidéo le mardi et le vendredi à 19h sur la chaîne. Et n'oubliez pas, si vous voulez faire un magnifique cadeau avant Noël, Detective Box, vous avez le code Telcor10, moins 10% sur votre commande. Alors, qu'attendez-vous? Et toi là, si tu veux plus de threads, moi je t'invite à aller voir ce thread horreur. Thread émouvant, il y a vraiment toute une ambiance. Allez, va voir celle-ci, c'est celle-ci, faut cliquer. Allez, clique maintenant. Allez, en attendant la prochaine vidéo, porte-toi bien.